Vous pouvez me dire, par exemple, où on en est en Suisse? Quels sont les procès qui ont eu lieu contre les révisionnistes? Quelles sont les persécutions qu'ils ont subies? Je pense à Aumodru, peut-être? Alors, il y a un Aumodru qui, à l'âge, je crois, de 82 ans, a été en prison, peut-être pour 3 mois. Mais il y a eu d'autres personnes. Je vous avoue que c'est un sujet que je n'ai pas tellement envie de traiter, parce que c'est une façon de se plaindre que de parler des persécutions qu'on a subies. Parce que la question est de savoir si sur le fond, nous avons raison ou non. Et là, vous m'interdisez de parole. Absolument. Là, voilà. je suis très clair, mais je crois qu'on ne peut pas, par définition, on ne peut pas parler de choses dont on ne peut pas parler. C'est une tautologie, mais j'adore la tautologie, c'est mon sport préféré. Alors, je crois que il est quand même intéressant. Vous n'avez pas envie d'en parler, mais j'ai envie de vous en faire parler parce que je crois que le public même cultivé n'a pas. Vous nagez dedans un peu comme Obélix depuis que vous êtes tout petit, mais le grand public même cultivé, même éclairé, n'a pas pris la mesure de l'extrême, je dirais pas sévérité, mais de l'extrême bizarrerie des sanctions portées contre plusieurs personnes. Alors, bon, allons-y pour l'Autriche. Moi, j'ai 2 cas dont j'aimerais que vous me parliez. C'est le cas de Monsieur Honzik et le cas de Monsieur Fröhlich. Je vous demande pas d'en parler pendant 3 heures, mais en 2 minutes, voilà, déjà, vous pouvez faire du bon travail. Gerd Honzik est effectivement un révisionniste. Il habitait Vienne. Il a été condamné pour révisionnisme. Il s'est réfugié en Espagne. Et il y a peu de temps, l'Espagne l'a extradé, rendu à l'Autriche. Et donc Honzik est en prison. On extrade donc pour ce délit-là. Voilà. C'est un délit ou un crime? C'est un délit tout de même. Alors, délit ou crime, tout dépend, n'est-ce pas? Par exemple, en justice anglo-saxonne, on parle de crime, ça peut être un délit. C'est une question de vocabulaire, peu importe. Le fait important, vous avez raison de le souligner, c'est qu'on arrive à extrader. Alors, à ce propos, je vais continuer donc de répondre, puisque vous m'avez parlé de Honzik, mais également de Fröhlich. Oui. Je vais donc rapidement parler de Fröhlich, puis je reviendrai à cette affaire d'extradition, car vous avez raison, elle est importante. Fröhlich est un spécialiste des chambres à gaz de désinfection. Et il a dit que les chambres à gaz nazies, pour lui, étaient impossible pour des raisons techniques. Là, on va vraiment... Oui, mais attendez. Voilà. Donc, en tant que révisionniste, il a été condamné, et je crois que il est condamné pour quelque chose comme 6 ans et 5 mois de prison. D'accord. J'en arrive à la question d'extradition. Vous savez, on fait valoir que la France possède une loi anti-révisionniste. Oui. Que c'est le cas également de la Suisse. Oui. De la Belgique. De l'Espagne, de l'Allemagne évidemment, d'autres pays encore. On fait valoir que dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de loi anti-révisionniste. Pure hypocrisie. Et c'est là que j'en viens à la question d'extradition. Prenez les États-Unis. Voilà un pays où je dois dire que personnellement, je me sentais libre. C'était à peu près le seul pays du monde où je me sentais libre. Eh bien, c'est fini. Puisque si nous prenons le cas d'un des principaux révisionnistes, Ernst Zundel, il vivait dans le Tennessee, et un beau jour, il a vu arriver 5 malabars de la police, et qui l'ont menotté, qui l'ont conduit en prison, puis qu'ils l'ont livré au Canada. Le Canada, tenez-vous bien, l'a mis en prison pendant 2 ans dans des conditions abominables. C'est-à-dire dans sa cellule, où en hiver, il crevait de froid, pas le droit à une chaise, pas le droit à un oreiller, pas le droit à quoi que ce soit, des fouilles anales continuelles et intimidation en amenant des chiens. On le mettait à terre, lui, et les chiens, n'est-ce pas, lui bavaient dessus. Voilà comment il a été traité pendant 2 ans
au Canada. Puis, alors, une question technique. La suite, non? Oui, la suite, si vous voulez. Non, mais d'abord, je coupe tout quand j'y pense. Une question technique. Il avait été amené des États-Unis au Canada sur un mandat d'arrêt international et une demande d'extradition? Même pas. C'est une demande. C'était pas international. Oui. C'est Convention le Canada qui l'a réclamé et qui l'a obtenu. Oui. C'était d'accord entre les États-Unis et le Canada. Donc les États-Unis, où vous avez le premier amendement, où vous êtes censé pouvoir vous exprimer librement, traitent un révisionniste comme un gangster. Et avec des méthodes de gangster. Il a donc été livré. Bien. Et il est passé devant un tribunal spécial. Je dis bien spécial, dite de Commission des droits de l'homme. Et je sais d'expérience ce que c'est. Je pense que les auditeurs vont quand même être intéressés par ce point. Alors qu'est-ce que c'est qu'un comité? Voici. On a dit, lorsqu'en 1992, Zundel a fini par gagner ses fantastiques procès de 1985 et de 1988 par une décision de 1992, certaines personnes, je ne les désigne pas, non, ont dit c'est intolérable, il faut faire quelque chose. Elles ont dit il faut des commissions des droits de l'homme. Ah, le bon peuple a dit oui. Enfin, les parlementaires ont dit oui. Puis, second pas, ah mais attendez, il faudrait des tribunaux des droits de l'homme, pas des tribunaux ordinaires. Et on a créé des tribunaux spéciaux où les juges sont recrutés d'après leur sensitivity. Je n'ai pas besoin de traduire. Vous êtes à certains problèmes. Et vous arrivez devant ces tribunaux. Moi, ça m'est arrivé quand je suis venu défendre Ernst Zundel. On vous fait lever la main droite. On vous fait jurer de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et la minute d'après, si vous avez le malheur de dire « Mais Ernst Zundel, on ne peut rien lui reprocher, car ce qu'il dit est exact et peut se démontrer. » Et je me fais fort de le démontrer. À ce moment-là, le tribunal intervient et vous dit « Oh, attention, here truth is no defense. » C'est-à-dire, ici, la vérité n'est pas défense. Il nous importe peu de savoir si ce que vous dites est exact ou non. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir la douleur qu'éventuellement vous pouvez déclencher dans un segment de la société canadienne. Très bien. Voilà. Très bien. Alors vous me disiez la suite. Donc il a été jugé au Canada, comme de cette façon. Voilà. Et ensuite l'Allemagne l'a réclamé. Il a été livré à l'Allemagne, jugé dans des conditions épouvantables. Une deuxième extradition, en quelque sorte. Une deuxième extradition. Et là, en Allemagne, non seulement il a été condamné à 5 ans, mais on a refusé de tenir compte des 2 ans qu'il avait passé au Canada. En plus, une de ses avocates est maintenant en prison. Qui s'appelle Sylvia Stolz. Et Stolz en allemand veut dire fier. Oui. On l'appelle couramment la Jeanne d'Arc allemande. Et attendez, et un autre de ses avocats va passer en jugement. Il s'appelle Jürgen Rieger. Ça fait beaucoup, finalement. Oui, mais vous savez, si vous faites le compte des misères physiques qui sont arrivées aux révisionnistes, c'est finalement peu de choses. On y viendra tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. On est pour l'instant sur la question purement judiciaire, en quelque sorte. Bon, il y a le cas de l'Australie, je crois qu'il y a un monsieur Teuben. Oui. Il y a en Grèce, il y a un ancien sénateur du Vlaams Belang, j'en ai entendu parler, oui. Et puis en Grèce, il y a un Konstantinos Plevris qui était. C'est possible, voilà. Oui. Bon. En dehors des questions purement judiciaires, pour en rester dans des sanctions qui ne sont pas des sanctions brutales et qui sont encore des sanctions, je dirais, légales, il y a des sanctions disciplinaires ou universitaires. Je pense en France à des gens comme
Notin, Plantin, Bruno Gollnisch a été... Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, là, quand même? Oui. Parce que ça me semble pas du tout négligeable. Prenons le cas de Notin. Pour avoir, dans une revue scientifique vraiment confidentielle, glissé une toute petite réflexion où il manifestait son scepticisme quant à une question dont vous ne voulez pas que je vous parle, eh bien, Notin a connu l'enfer. Ça a commencé par l'exécution de ses animaux domestiques. Ensuite, c'est-à-dire on a tué ses chiens. Ah oui. Ses chats, je crois. Oui, ses chats, pardon. Ensuite, on s'en est pris à sa femme, à ses enfants, à lui-même. Puis, d'insultes, de menaces, de tout ce que vous voudrez. Je vous donne, parce que je dois aller vite, je vous donne le résultat de ces courses. Ses collègues se sont permis, bien sûr, de le juger, de le condamner. La malheureuse revue qui avait publié son article a été pilonnée. On est allé en rechercher les exemplaires dans toutes les bibliothèques. Ensuite, lui n'a plus pu exercer son métier d'enseignant à Lyon 3. Et là-dessus, se voyant condamné, avec un procès sur le dos, eh bien, il a eu le malheur de choisir un avocat dont je ne donnerai pas le nom, mais qui est un sacré farceur, et qui lui a fait signer une abjuration. J'aime autant vous dire que Notin, il ne s'en cache plus, je pense, aujourd'hui, m'a présenté ses excuses pour cette abjuration, mais on lui conseillait ça. Ça n'a servi à rien du tout. Quand il a voulu obtenir un poste à l'étranger, il a cru qu'il allait en obtenir un. On l'a su, et bien entendu, il n'en a plus été question, ce devait être le Maroc. Finalement, il s'est retrouvé au Mexique, et bien sûr, divorce, femme, 4 enfants, terminé. C'est un exemple. Ensuite, vous m'avez parlé d'un autre cas. Oui. Le cas Plantin. Il est extraordinaire. Plantin est un homme très sérieux et très prudent, très modéré. Il avait soutenu une thèse qui lui avait valu de la part d'un certain professeur du nom de Régis Ladouce, L-A-D-O-U-S, la mention très bien. Ce n'était pas à proprement parler révisionniste, mais enfin ça y touchait. Puis il a eu l'année d'après un autre diplôme, peu importe. 10 ans après, on s'est avisé de cette affaire, alors que Plantin était parti dans la nature et qu'il y avait longtemps qu'il n'était plus à l'université. Voici ce qu'on a osé faire. Écoutez ça, c'est absolument extraordinaire. Je pense que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire mondiale. Et ça s'est produit à Lyon, Rhône. Eh bien, on a inventé une soutenance fictive. 10 ans après. C'est-à-dire qu'on a obligé Ladouce à venir. On a convoqué Plantin, qui bien sûr n'est pas venu. Et là, on a fait semblant de procéder à une soutenance de thèse. Ça a duré, je crois, 10 minutes. Ladouce s'est retiré. Et puis, il est venu déclarer que la thèse, à laquelle il avait donné la mention très bien, recevait maintenant, 10 ans après, la mention, alors je ne me rappelle plus l'adjectif, mais quelque chose comme intolérable.